Je l'ai présenté. Bertil, je l'ai présenté, qui est en charge de la communication dans l'asso, et voilà, qui est sur la partie technique. Euh, on a des membres de collectif aujourd'hui qui nous rejoignent pour témoigner un peu de leur parcours et de leur retour d'expérience. On a Marion, euh, qui est dans le projet de Guy Pell, le projet qui s'appelle Les Alouettes. Coucou Marion. Et on a... Salut. Salut. Et on a Lou qui vient du projet de Trémargat. J'ai nommé La Fable. Salut Lou, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Euh, et moi-même, donc, Emeric, j'accompagne des projets de Hameau Léger en grande partie. Et puis, je suis aussi en charge du réseau intercollectif que je vous présenterai un peu plus tard. Je crois que c'est bien pour les présentations. Hum, le programme de ce webinaire. Donc, de quoi allons-nous parler? Pour moi, l'objectif, c'est qu'en repartant, vous ayez en tête un peu une feuille de route avec un nombre suffisamment grand de pistes et d'idées pour avancer dans votre lancement de projet. Euh, donc, ça va passer par deux grosses étapes pour moi. La première, c'est comment on se rencontre, comment des individus se rencontrent pour faire collectif. Donc, on va juste voilà, aller un peu dans le détail de tout ça, quelles sont les différentes pistes pour se rencontrer, comment on formalise à un moment donné, oui, je suis dans un collectif, non, je ne le suis pas, un peu quelles sont les frontières. On aura donc, suite à ce petit temps de présentation, un temps de témoignage et de retour d'expérience de nos chers invités. Et puis, évidemment, un temps de questions-réponses. On vous donnera aussi la parole si vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans le chat tout au long pour que je les récupère à la fin des séquences ou du coup ouvrir votre micro au moment des questions-réponses. Voilà. Et deuxième temps, ça paraît important aussi d'aborder la question des premiers instants de collectif, des fondations, des bases qu'on pose pour solidifier un groupe naissant, parce qu'il y a toujours un peu de fragilité dans un collectif tout nouveau. Donc, comment est-ce qu'on solidifie tout ça? Avec idem une petite présentation et puis évidemment un temps de témoignage, retour d'expérience de nos invités, puis un temps de questions-réponses. Voilà. On vous proposera, en fonction du temps qu'on a à la fin, aussi un temps pour vous de nous partager vos problématiques, si vous avez des questions générales sur vos projets, sur ce sujet-là, hein, du lancement de collectif. On aura, en fonction du temps qu'on aura, un peu de temps pour aussi aborder, un peu faire du soutien mutuel, quoi. On va voir ce que ça donne comme format. Et puis, on conclura, je vous partagerai quelques infos, des ressources utiles, des liens utiles. Voilà. Je tenais aussi à partager que tout ce que je vous dis, bah, voilà, c'est tout ce qu'on va vous présenter, c'est le fruit de notre expérience, de nos apprentissages dans l'association. Mais voilà, il y a plein de manières de faire. C'est pas la vérité pour monter un collectif et faire naître un groupe. Euh, mais voilà, donc, on vous présente ça en toute humilité. Euh, et toutes les slides, je le précise dès maintenant, seront partagées. Il y a un lien que Berthude vous mettra dans le chat. Toutes les slides seront disponibles en accès libre avec les différents liens cliquables, etc. Donc, que vous pourrez consulter à la fin du webinaire. Je pense que Berthude vous le mettra à la fin pour pas que vous soyez déconcentrés pendant. Super. Eh ben, on y va. Je vais faire un rapide rappel de l'association, qui on est, d'où on vient, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui visionnent la vidéo en replay. Donc, Amo Léger, c'est une asso à but non lucratif d'intérêt général créée en 2017. Voilà, on a pour objectif d'accompagner la création d'éco-hameaux accessibles financièrement pour permettre à toutes et à tous d'habiter de manière durable et solidaire. C'est notre motto dans toute la France, aujourd'hui en tout cas. Et voilà, on a trois pôles d'action qui nous permettent de réaliser ces missions. Le pôle accompagné, là, que j'ai un peu mentionné dans mes activités, à savoir vraiment être en assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire en sorte que les projets émergent très concrètement dans les collectivités. Il y a le pôle transmettre qui est d'ailleurs dans lequel ce webinaire s'inscrit, donc à savoir transmettre des connaissances, des savoirs, diffuser des compétences
à l'image de ce webinaire, mais ça prend aussi plein d'autres formats. Donc, on vous parlera un petit peu à la fin quand je ferai la com et la pub pour les prochains événements de l'association. Et puis, l'aspect, le pôle sensibiliser relié, qui est là pour faire du lien entre les différents acteurs, les bénéficiaires, les partenaires, et aussi tout l'aspect communication. Voilà, ça prend plein de formes, ça prend des formes d'événements, ça prend des formes physiques, présentielles, enfin, tout un tas de choses. Voilà, il y a le lien du système OLG à disposition. Pourquoi on fait des MOLG et qu'est-ce que c'est qu'un MOLG? Le modèle MOLG, très succinctement, c'est un projet d'habitat participatif. Donc, c'est des habitants qui se mettent ensemble, qui décident de vivre une vie collective, voilà, avec de l'entraide, des espaces, des services mutualisés. On va faire des repas partagés, on va avoir des espaces communs, des activités communes au sein d'un même lieu, quoi. Et ce lieu-là, il est mis à disposition avec un bail de très longue durée qui est très sécurisant pour les habitants. Voilà, les types de baux peuvent varier, mais c'est ça le cadre qu'on veut, se sentir vraiment chez soi, complètement chez soi. Le, les habitants sont propriétaires de leur habitat, qui sont donc réversibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fondation irréversible sur le sol, qu'on peut démonter, déplacer les habitats. Ces habitats, voilà, on peut en être propriétaire sur ce terrain, même si on loue seulement le terrain, on peut être propriétaire de ces habitats parce qu'on peut à terme les revendre ou les déplacer, les enlever du lieu. Donc évidemment, c'est moins coûteux aussi comme projet de construction. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai un peu près fait le tour, hein. Les espaces communs, la vie collective. Voilà. Je m'étale pas parce que je pense que vous avez sans doute un peu entendu parler de l'assaut et de qu'est-ce que c'est. Voilà, si vous avez des questions, vous aurez l'occasion de les poser. Je vais faire un petit temps de questions-réponses juste avant de passer dans le cœur du sujet. Si jamais, je vous présente rapidement la carte de tous les projets qu'on accompagne en ce moment sur le territoire. Il y a quand même, vous le remarquerez, un focus Ouest, Bretagne. Voilà, les codes couleurs vous permettent de voir voilà, qu'aujourd'hui, il y a deux projets qui sont vraiment installés, qui sont aboutis, et il y en a énormément qui sont en phase d'installation, en phase de montage. Et puis, bah voilà, hein, les pastilles jaunes, c'est les lieux qui recherchent des projets, qui recherchent des habitants, des groupes d'habitants. Les pastilles oranges sont bientôt en recherche d'habitants. Donc, s'il y a des pastilles oranges dans votre coin et que vous êtes potentiellement intéressé, n'hésitez pas à suivre les actualités pour voir à quel moment les appels à projets vont se lancer, puisque c'est ça le fonctionnement des communes qui accueillent des projets sur leur terrain et qui demandent à qui veut venir habiter sur leur terrain. Voilà, je ne m'étale pas non plus. On va passer du coup au contenu vraiment du webinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'aurais pu partager jusque-là? À mon avis, c'est assez générique, donc j'y vais. Ok, eh ben j'y vais. C'est parti. Donc, sur le sujet des premiers pas du collectif, je vous présente cette petite frise qui montre un peu le parcours de création d'un hameau léger et vous montrer un peu où se situe notre webinaire du jour. Donc, en résumé, on a défini à peu près 5 phases de montage de projet. Et une première phase où on est vraiment, avant de se lancer, dans sa tête avec soi-même, à maturer un peu son projet individuel, de décider de faire le pas, d'aller vers ce type d'habitat. Il y a la première phase où il y a en effet un collectif qui existe et qui se rend compte et qui grandit. Et la phase numéro 2 où on recherche un lieu, on valide un lieu, voilà, on bloque un terrain. La phase numéro 3 où du coup, sur ce terrain, on va réfléchir à l'aménagement, aux démarches réglementaires, etc., obtenir des permis. Et la phase 4 on prépare le chantier, on réalise le chantier. Et la phase 5 ensuite, de vie sur le lieu qui est indéfinie en durée. Donc ça, c'est le parcours très synthétique. Il y a un petit lien en haut à droite, vous pourrez cliquer dessus où il y a une- un, un
espace numérique où vous retrouvez ce parcours. Vous pouvez vous déplacer dedans. Il y a des liens vers des ateliers, des pistes de réflexion, etc. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir ça de votre côté. Nous, aujourd'hui, la partie émergence de collectif, vraiment, elle se situe, on va être du coup à la charnière entre la phase 0 et la phase 1. C'est-à-dire que euh, on part du principe qu'il y a certains prérequis de la phase 0 qui sont faits, à savoir l'individu est un peu maturé quand même son projet, enfin, est à peu près sûr qu'il veut faire ça. Et du coup, comment est-ce qu'il rencontre des personnes, comment est-ce qu'on passe de la phase 0 à la phase 1. Et puis voilà, on va pas non plus s'étaler sur toute la phase 1 non plus. On va vraiment aller vers les essentiels, quoi, de ces premiers temps de collectif, comment ils fonctionnent. Euh, les délimitations sont floues de manière générale. On va pas se mentir, il y a pas un cadre ultra défini de tous ces sujets. Il n'y a pas un ordre vraiment très précis non plus. Chaque collectif fait à son rythme. Et, euh, et voilà. Donc, la première grosse partie que je voulais aborder avec vous, c'est donc ce sujet de la rencontre entre plusieurs individus qui forment un collectif. Comment est-ce qu'on se rencontre? Comment est-ce qu'on formalise le collectif? C'est parti. Vous voyez ces deux petits êtres qui se rassemblent pour former une seule et même entité. Euh, voilà. Alors, comment on se rencontre? Hum, bon, petite phrase un peu comment connotée, mais se rencontre soi pour commencer. C'est ce que je disais un peu sur le prérequis de la phase 0. Euh, voilà, il y a vraiment. Disons que plus on aura fait un peu un travail en amont sur qu'est-ce que je veux, est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir repartir là-dedans, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que j'ai déjà un peu discriminé mes différentes préférences, etc. Bah, plus ça sera facile de trouver des personnes. On parle souvent de la loi de l'attraction. Voilà, si on sait clairement ce qu'on veut, bah, la vie nous l'apporte. Donc c'est aussi, ça peut être une approche. Puis avoir une approche aussi beaucoup plus ouverte de bon bah ça m'intéresse, mais je vais prendre le temps d'aller piocher, rencontrer du monde petit à petit et me faire et monter mon groupe, mon projet. Mais donc voilà, il y a quand même un petit prérequis minimum qui est de se rencontrer soi. Euh, Ensuite, il y a une autre piste par laquelle on peut rencontrer des personnes, c'est ce passif relationnel qu'on va avoir avec d'autres personnes, des proches, de la famille, des amis. Et puis, en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a un projet d'habitat groupé qui émerge. Ce qui est sûr, c'est que en fonction des personnes, ça va être très important pour certains d'avoir un aspect amical, relation proche dans un projet et dans son lieu de vie. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va pas du tout être un objectif en soi et qui vont se satisfaire très bien de relations de bon voisinage, en fait, et qui sont pas plus que ça attirés par le fait d'avoir des relations très proches. Donc voilà, il y a pas de règle non plus là-dessus. C'est un peu chacun qui choisit aussi ses modalités. Euh, Ensuite, ben, oui, il fallait le mentionner quand même, le petit C, la partie rencontre informelle, rencontre opportune, c'est-à-dire que bon, bah, au fil des rencontres, au fil de notre chemin, on se met à tomber sur des personnes et puis on se dit, tiens, bah, ça pourrait le faire, on pourrait imaginer un projet ensemble. Euh, voilà, encore une fois, plusieurs manières de faire, approfondir vraiment une relation à fond pour se dire, est-ce que c'est vraiment un match avec qui je me sens bien, ou alors au contraire papillonner, avoir plusieurs personnes qui gravitent autour de cette idée-là et que ça prenne du temps à décanter. Il y a pas de règle là-dessus non plus. Ensuite, rencontre en ligne, oui, en effet, il y a plein d'espaces numériques sur lesquels peuvent se faire ces rencontres. Vous connaissez sans doute Tinder, Appen, euh, c'est une blague. Je parle d'espaces numériques qui existent pour voilà, faire du lien entre porteurs de projets et personnes intéressées. On a la carte des oasis, qui est un peu le classique connu, qui répertorie les différents écolieux en France, et aussi les personnes, j'imagine, les individus intéressés. Nous, on a aussi fait une carte des hameaux légers qu'on appelle la carte au trésor. On vous la présente juste après avec les petites fonctionnalités pour se présenter, mettre en avant son projet, rechercher d'autres personnes.
Voilà, il y a des forums Facebook, des forums Discord, des sites de petites annonces, Passerelle, Echo, je me demande, je pense qu'ils font aussi cette option petites annonces pour rencontrer des personnes dans son secteur. Donc voilà, ne pas négliger le numérique aujourd'hui qui permet quand même de faire des premières mises en lien. Voilà. Ensuite, autre piste pour se rencontrer, le E qui va être sur les rencontres lors d'événements, voilà, qui vont être autour de sujets d'écologie, d'habitat, et en fait qui seront des occasions de rencontrer des personnes qui convergent dans ces idées-là. Euh, voilà, c'est pas forcément des rencontres qui sont axées sur enfin, des événements qui sont axés sur la rencontre autour d'habitat participatif, ça je le mentionne juste après. Mais donc, en fait, on sait que naturellement, si on va, voilà, par exemple, aux rencontres Oasis, EP, ça veut dire espace de partage, c'est nos événements de formation ici à Molégé. Si on va faire des chantiers participatifs, si on va aux événements de HPF, Habitat Participatif France, si on va faire des visites d'habitat participatif, des visites d'habitat réversible, si on va dans des festivals qui sont en lien avec tout ça, bah, on peut se douter qu'on aura l'occasion de rencontrer des personnes qui sont dans ces démarches-là. Euh, Si jamais vous êtes dans ces événements et que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien rencontrer du monde, mais c'est pas prévu pour, ce qui peut être utile, ça peut être de demander éventuellement aux organisateurs de soit de passer une annonce pour dire, bon, bah, il y a des personnes qui souhaitent peut-être rencontrer d'autres personnes dans un projet de lieu de vie, on peut vous prévoir un petit créneau à tel horaire ou quoi. Quelque chose qui peut bien fonctionner, c'est de prévoir sur un repas, de prévoir une table. On se dit, bon, bah là, ça va être la table de dating, de rencontre. Et voilà, tous ceux qui sont intéressés par éventuellement faire des rencontres pour monter un projet de lieu de vie, et ben, venez à cette table, déjeunez à cette table, et puis des rencontres se créeront. Donc voilà, pas hésiter aussi à immiscer dans un événement comme ça des propositions. Pourquoi pas mettre une affiche aussi sur le site, un petit panneau. Cherche collectif pour monter projet dans ce secteur-là. Pourquoi pas communiquer sur la page en ligne de l'événement. Enfin, voilà, il y a une petite manière pour ces événements qui ne sont pas prévus pour à la base. Petit F, les événements qui sont faits pour la rencontre. Il faut quand même les présenter. Donc, il y a, de manière générale, voilà, dans vos régions, en général, il va y avoir des antennes de l'association Habitat Participatif France qui vont organiser des bourses au projet, par exemple, où bah, voilà, c'est vraiment des espaces où on présente des projets, on cherche des personnes, il y a un espèce pareil, de petit speed dating, de recrutement qui peut être organisé. Sinon, avec nous, l'association Amolégé, pour les projets de Amolégé, on a les Palourdes, qui sont un bon événement pour se rencontrer. Les Palourdes, c'est le festival qu'on organise annuellement. Il a lieu le prochain 14, 15, 16 juin, euh, ici même, à Saint-André-des-Eaux, je me trouve. Donc, il y aura toute une séquence prévue pour se rencontrer. Il y aura un espace dédié tout le long du festival avec voilà, un espace pour se présenter. Il y a plein de super choses qui sont imaginées pour créer de la rencontre, créer du lien. On a aussi nos appels à projets qui sont faits pour rencontrer du monde. Donc, les appels à projets, c'est des temps où on se retrouve autour d'un terrain, d'un projet, d'une commune. Euh, et en fait, voilà, on fait tout un événement pour dire, bon, bah, ça y est, le terrain est prêt, le projet est faisable, qui veut candidater? Et donc, pendant ces week-ends de lancement, en général, on fait en sorte qu'il y ait de l'émulation, de la rencontre, du lien, et potentiellement, ça peut conclure en la création de collectifs. Voilà. Et on a aussi un autre format d'événement qui s'appelle les WEP, pour Week-end des possibles, qui sont des événements de rencontre localement, disons, autour de ces projets de hameaux légers, d'habitat réversible, d'habitat participatif. Voilà, où il y a plein de sujets qui sont abordés, mais notamment des espaces de rencontre, des temps pour faire connaissance. Et l'avantage de ces événements, c'est qu'on les a complètement décentralisés dans le sens où on a un peu fait un kit pour comment faire un web dans son coin. Parce que l'idée, c'est de le faire un peu localement pour trouver les gens localement qui seraient intéressés par le monter des projets. Et donc, voilà, nous, on accompagne des personnes qui veulent faire des webs
voilà, en leur donnant un petit peu de notre temps. Et puis après, ils sont autonomes dans la gestion du lieu, l'animation, grâce à la petite mini-formation qu'on leur a faite, quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, quels autres moyens pour se rencontrer? Et ben, de rejoindre des projets existants. Et mine de rien, c'est quand même une solution un peu de la facilité, mais ben, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que franchement, il y a beaucoup de projets en fait, qui existent déjà, d'habitat participatif. Et donc, moi, en général, voilà, sur les différentes cartes que je vous ai présentées, ben, voilà, les projets font un peu leur pub, disent bah voilà, nous on cherche encore deux foyers pour constituer notre collectif, rejoignez-nous, le lieu est existant, il y a de la place, c'est habitable. Donc voilà, on peut aussi un peu aller faire ses courses en fonction des projets qui existent dans votre coin, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, dernier point pour se rencontrer, aussi le fait d'être un peu à l'initiative d'un projet, d'être un peu porteur, porteur d'une proposition. Donc, voilà, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être de créer des événements en ligne, ça peut être de dire, bon, bah, on se retrouve dans le café du village à telle date, de faire un peu de communication sur l'événement, dans cette idée de créer un lieu de vie participatif, etc. Donc, nous, on peut relier ce genre d'événements dans nos communications pour vous ayez du monde dans ce genre de temps, mais ne pas hésiter aussi à être un peu proactif sur ça. Voilà. La question se pose toujours, une fois qu'on s'est rencontrés, une fois qu'on a créé des premières affinités, qu'il y a des premiers matchs, bah, comment est-ce qu'on garde le lien, sachant qu'un événement, c'est un instant T, et puis que le lendemain, bah, on n'est plus à côté, forcément. Donc les conseils, c'est vraiment de trouver une date assez proche pour reprogrammer une rencontre, quoi, pour se revoir. Ça peut être en visio, mais aussi en présentiel. C'est super important dans cette phase-là, c'est un peu crucial de garder un certain rythme de rencontre parce qu'on voit que voilà, si jamais on se dit bon, bah, on se voit dans 2 mois et qu'en fait dans 2 mois on se voit, mais on se revoit bref, que ça s'étiole et ça peut être un des freins à s'engager si vraiment la temporalité est trop longue. Voilà, partager son blason. Pour ceux qui ne connaissent pas, le blason, c'est un petit outil qu'on utilise dans l'association pour se présenter succinctement. En fait, c'est un peu comme une carte d'identité, si on veut, qui présente qui on est, et puis surtout, quel type de projet de Hamologie on aimerait vivre, quels sont nos besoins essentiels, comment on se projette dans une journée type. Et en fait, c'est plein de petits éléments un peu qualitatifs et quantitatifs aussi qui permettent de savoir voilà, s'il y a un match qui peut se faire avec d'autres personnes, dans quelle région on compte être, combien de foyers on imagine dans notre projet, ce genre de choses. Donc ça peut être bien, après de s'être rencontré, ben, dans les jours qui suivent, de faire son blason de son côté, de se l'envoyer. Voilà, ça permet de nourrir un peu les réflexions. Pas hésiter aussi à créer un groupe de discussion numérique, groupe WhatsApp, Telegram, groupe Facebook, ou que sais-je, qui vous permet de garder un peu de lien même à distance. Voilà un peu cette liste là, des différentes manières de se rencontrer. Voilà, faut aussi se préparer à avoir de nombreuses rencontres qui vont pas aboutir à des projets de collectif. Il faut accepter que voilà, le match entre plusieurs personnes, il peut mettre du temps à se faire. Et donc, voilà, potentiellement se retrouver dans des situations où ouais, on a trop envie d'approfondir avec cette personne. En fait, c'est plus le moment pour elle, ou alors elle n'a pas envie. Et donc, quand on se lance dans cette démarche de rencontre, en tout cas, se préparer un peu mentalement aussi à vivre bah, des deuils relationnels de bon, bah, ça se fera pas avec cette personne, c'est dommage. Et voilà. C'est un cheminement, quoi. Voilà pour ça. Je vous proposerais peut-être de passer à la slide suivante sur un peu la partie formalisation du collectif. Et puis après, on écoutera nos collègues sur leur témoignage et puis on prendra les questions-réponses. Si ça vous va. Moi qui ai des trucs ultra urgents, mais je préfère dérouler. Donc j'y vais. Euh, Voilà, les slides sont un petit peu denses, désolé, c'est pas ultra sexy avec tout ce texte, mais au moins, quand vous retrouverez la version PDF, ben, vous aurez tout le contenu sous les yeux avec les liens. J'ai pris ce parti d'écrire un peu plus, quoi. Voilà. Ensuite, la formalisation d'un collectif. En effet, il se pose cette question de ben, comment est-ce que on décide qu'on est un collectif, comment est-ce qu'on acte le fait d'être un collectif. Et il y a plein de fois où en fait, il n'y a pas de formalisation officielle.
C'est juste que voilà, chemin faisant, on commence à parler de notre groupe, à dire nous. Et en fait, petit à petit, le truc se fait. Souvent, d'ailleurs, ça prend cette forme-là, ce qu'on pourrait appeler cette formalisation du groupe. Euh, il y a au contraire d'autres collectifs qui vont organiser vraiment un temps pour acter la naissance du groupe, quoi, avec une petite cérémonie, un petit rituel, organiser une fête, voilà, de dire, OK, aujourd'hui est le jour de la naissance de notre groupe. C'est aussi possible. Euh, voilà. Le fait d'avoir une liste de contacts, mail, une page web, bah, en fait, ça va être des choses qui sont un peu des marqueurs de cette création de groupe. Le fait de se retrouver, bien sûr, ça paraît logique. Mais voilà, de faire des réunions, de faire des apéros, ben, ok, petit à petit, il y a une ambiance commune qui se crée. Se donner un nom de groupe, c'est aussi en général une étape. Euh, Ça arrive souvent qu'il y a un premier nom qui existe, parce qu'il faut quand même donner un nom à ce groupe WhatsApp au début, et qu'après il évolue. Mais c'est vrai que voilà, se nommer, c'est aussi une étape. C'est pas toujours si évident que ça. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Le fait de candidater à un projet, évidemment, bah, c'est une phase où on acte le fait qu'on a un groupe uni qui postule pour un projet d'habitat. Dans le cadre de, typiquement, on a des hameaux légers où on a des appels à projets. Le fait de visiter des terrains ensemble, ça aussi des marqueurs. Voilà, se présenter en tant que collectif face à des acteurs, quand on va à une mairie présenter son projet, quand on se présente en collectif dans un événement, ben, c'est une autre manière de formaliser ça. Et puis, une étape qui peut arriver plus tard dans la vie d'un groupe, mais qui peut aussi se présenter assez tôt, mine de rien, c'est le fait de financer quelque chose en commun. De se dire, bon, bah, en fait, on va chacun mettre tel montant, et puis ça va nous permettre d'acheter tel outil, de financer tel déplacement, enfin, voilà, il y a plein de bonnes excuses de dépenser de l'argent en commun. Et c'est vrai que, bah, en général, ça peut être une étape assez engageante et qui peut dire, OK, là, bah, il y a un groupe là, parce on a tous mis à la poche. Voilà. Je m'étale pas plus. Je vous propose d'écouter maintenant les retours d'expérience qu'on a de nos invités. Donc là, on est vraiment sur cette partie rencontre. Il y aura ensuite la partie plus, voilà, comment on se construit en tant que collectif, etc., les bases. Et donc là, je vais vous inviter, Lou et Marion, si vous voulez bien prendre la parole à vous exprimer sur comment c'était pour vous, votre parcours individuel, hein, d'ailleurs, peut-être, et si ça se trouve, avant de rencontrer votre collectif, vous avez eu d'autres petites expériences qui seraient intéressantes de mentionner. Et puis après, sinon, bah voilà, pour vos collectifs actuels, comment ça s'est passé, en fait, par quelles étapes vous êtes passé pour finalement faire cette addition d'individus pour faire un collectif. Voilà. Je sais pas qui voudrait commencer. Est-ce que Marion, peut-être tu veux commencer? Oui, je peux. Euh, alors que si je parle de moi au départ, c'est quelque chose qui a mis du temps à mûrir petit à petit. J'avais envie enfin, j'étais en coloc pendant longtemps et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin pour plus de stabilité. L'habitat participatif, vivre en collectif, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et le hameau léger, c'était un moyen parmi d'autres d'arriver à ça. Et du coup, avec mon copain, on s'est dit, bah, vas-y, on va participer à un week-end organisé par Hameau Léger et la commune, suite à un appel à projet que la commune avait lancé. Et donc là, c'est ça, c'est que notre collectif s'est constitué à partir de ce week-end organisé par Hameau Léger. Donc c'était, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il y avait beaucoup de personnes, on était peut-être 80. Et donc bah, pendant tout ce week-end, chacune arrivait avec son blason pour se présenter à l'écrit avec des dessins. Et il y avait plein de petits ateliers en petits groupes sur plein de sujets.
où on répondait à des questions. L'idée, c'était d'apprendre, enfin, à se connaître, avoir des petites prémices de connaissances et voir en fait s'il y a des sujets où ça pouvait accrocher, ou enfin, il y a des divergences ou des convergences, etc. Il y avait des petits speed dating où on avait 1 minute avec une personne, où on devait parler très vite sur des sujets. Voilà, plein de petites formes pendant tout un week-end. Et du coup, pendant ce week-end-là, il y avait des personnes qui étaient arrivées déjà avec un petit groupe constitué, un début de groupe. Nous, on est arrivés, les petits Elisabeth, on est arrivés chacun dans son coin, quoi. On se connaissait pas. Et donc, alors, expliquer vraiment qu'est-ce qui nous a réunis, je pense que c'est plein de petites choses. C'est ouais, voilà, des petites convergences, des choses qui nous plaisaient moins. Voilà. Ouais, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. Il y a eu une envie commune de participer à ce projet. C'est vraiment ce projet qui nous a rassemblés. Et donc, suite à ce week-end-là, très très vite, je pense que c'est 3 jours après, il y a eu un mail genre 2, 3 jours après, et on s'est vu en vrai avec les personnes qui pouvaient, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas dans la région. Et on s'est dit, allez, on se lance. Et donc, à l'époque, on était 12 adultes, 5 enfants. On s'est dit, allez, on répond à cet appel à projet. On a 3 mois, on se connaît pas. Et donc, on a 3 mois, faut apprendre à se connaître, faut monter un dossier qui convainc la commune de nous prendre nous. Voilà, c'était un grand jeu, mais dans ce groupe-là, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, et donc on a passé beaucoup de temps ensemble pour monter ce dossier. Euh, et donc, je sais pas si je déborde sur la suite, je sais pas trop. Tu me Non, dis, mais en effet, Émeric, si... non, mais en effet, peut-être c'est intéressant ce parcours pour la candidature, quoi. Et après, tout ce qui va être plus comment vous avez appris à monter votre projet, à faire des choses ensemble, ça sera plus tout à l'heure. Ouais, du coup, je peux continuer sur le dossier. Ok. Donc ouais, donc ce dossier, ça, c'était donc 3 mois, c'est court. Et donc il a fallu, dans cette petite période-là, aller quand même assez loin dans nos réflexions et nos prises de décision pour avoir un dossier assez solide et cohérent. Et nous aussi, en fait, pour aligner avec ça. Et en même temps, assez vite, donc il y a des sujets qu'on a approfondis, mais on s'est dit aussi que on les approfondirait aussi plus tard après le dossier. Donc voilà. Et pour ça, on a décidé très vite de se réunir en visio 1 fois par semaine. En visio parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas dans la région, c'était plus simple. Et on a décidé très vite aussi de fonctionner en gouvernance partagée avec ce qu'on appelait un conseil du hameau et des commissions. On a aussi choisi très vite de se dire, vas-y, on tente d'expérimenter la prise de décision par consentement. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui ont été très rapides. On s'est dit aussi, on va se voir en vrai un week-end par mois ou tous les 2 mois, faire des ateliers, partager des moments conviviaux. Donc tout ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Emric, c'est pas attendre. Et du coup, on n'a pas attendu, on s'est dit, allez, on Hmm. y va. Ouais, ouais, Euh, momentum un peu, quoi. Pardon? Profiter un peu enfin, du momentum, de l'énergie qui est là, quoi, de l'étincelle, quoi, il faut que ça allume le feu. C'est ça. Et donc, bah, pour constituer ce dossier, bah, surtout pendant les week-ends où on se voyait, on a fait plein de petits ateliers de différentes formes pour apprendre à se connaître. Par exemple, un petit brise-glace rigolo où chacun notait une anecdote vécue et les autres devaient deviner à qui correspondait cette anecdote. Des ateliers en binôme où 5 minutes, on se racontait un petit peu un résumé de nos vies. Et ensuite, la personne qui avait écouté faisait une retranscription à l'écrit. Enfin, plein d'ateliers pour apprendre à se connaître en termes d'humain, mais aussi, il y a plein d'autres ateliers sur diverses thématiques, sur notre rapport à l'argent,
sur notre rapport privé-collectif, sur les valeurs. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça pour un peu voir où est-ce qu'on allait en fait. Mm. Euh, voilà. Je sais pas si je continue ou c'est Ah oui, peut-être c'est bien, déjà pas mal. t'es en train de passer dans l'autre partie. Ouais, ok. Bon, en tout cas, ça c'était pour faire le dossier, on avait besoin de passer Oui, voilà. par là. Ouais, Mm. je m'arrête. Merci, merci. J'aime beaucoup dans ton retour là ce que j'entends un peu de le groupe il s'est fait mais on savait pas trop pourquoi. Enfin, tu dis il y avait des choses qui convergeaient mais d'autres pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui est pas trop explicable dans le fait que à un instant T, tous ces individus se soient dit OK, on y va, on se retrouve et puis les gens sont présents le jour de la rencontre et voilà. Il y a aussi quelque chose qui se calcule pas non plus quoi je trouve dans ce que tu dis, je trouve ça intéressant. Lou, tu nous fais ton retour? Ouais, alors j'aurais pas forcément énormément de choses à ajouter parce qu'en fait ma trajectoire elle est assez similaire. Je suis aussi parti d'un collectif qui s'est formé suite à un appel à projet de MO Léger. Donc voilà, aussi un week-end avec des temps d'ateliers, de rencontres, de discussions. Et puis de la même manière, j'ai rencontré un petit groupe qui avait commencé à se constituer, mais de manière assez timide, hein. C'était vraiment les prémices. Il n'y avait rien de formalisé du tout à ce moment-là. Et puis nous aussi, on a décidé quasiment immédiatement de se réunir une fois par semaine, ce qui était une première forme de formalisation, même si voilà, on n'était pas encore sûr de s'engager là-dedans. C'était nécessaire, d'autant plus que nous non plus, on n'était pas sur place, on vivait tous à droite à gauche, donc c'était important que qu'on tienne ce rythme-là. Et voilà, on- on- ça fait longtemps maintenant, ça fait au moins 2 ans, mais on se réunit une fois par semaine en visio. Et dans un premier temps, on a discuté de questions de gouvernance, de questions d'aménagement, de balance privée et publique, voilà, ce genre de thématiques. On a fait ce travail de fond dans un premier temps pour voir si on était capable de faire ce chemin-là ensemble et à quel endroit est-ce qu'il fallait qu'on discute davantage. Et puis tout ça, ça se passait de manière très très fluide. Donc on a décidé, sans vraiment se le dire d'ailleurs, mais de monter un dossier pour candidater. Ça s'est fait tout seul. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de ce processus-là? J'avais un peu envie de revenir sur ce que tu disais, un peu l'étape zéro, c'est-à-dire se rencontrer soi, parce que je pense que c'est une étape qui est essentielle, non seulement en amont du moment où on va s'engager avec d'autres personnes dans un projet collectif, mais aussi pendant ce processus-là, en fait, parce que tout au long de ces ateliers, de ces temps en collectif, on va continuer à se rencontrer soi, parfois découvrir des choses qu'on n'avait pas envie forcément de voir à propos de soi-même ou qu'on soupçonnait pas. Voilà, de ce point de vue-là, c'est un cheminement aussi, mais c'est important de se rappeler que, enfin, à mon sens, en tout cas, c'est ça le plus important. C'est sur cette connaissance de soi que repose aussi le collectif. Mm, mm. Et puis, oui, pour la suite, peut-être que j'attendrai qu'on avance dans ta présentation. Ça marche. Ouais, nickel, merci. Un autre truc que je retiens dans ton expression à toi, c'est un indicateur que ça fonctionne bien. Tu as mentionné beaucoup de fluidité et de simplicité dans le fait de vous retrouver régulièrement, qu'il y avait un peu un truc qui allait de soi. Pareil, je trouve que Mm, c'est un bon indicateur de se dire, bon, bah, là, en fait, oui, ce projet, il est en train de naître de lui-même. On n'est même pas en train de faire tant d'efforts que ça. On se retrouve, ça fonctionne, clac, 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 clac. Et je trouve que c'est aussi un bon indicateur de dire, OK, on est sur la bonne voie, quoi. mm, mm. Après, en réalité, je pense que notre collectif, comme celui des Alouettes peut-être, il tient aussi au fait que cette opportunité s'est présentée à nous. Euh, je pense que la démarche aurait été différente s'il s'agissait d'acheter un terrain. Ouais. À ce moment-là, ça aurait sans doute pris plus de temps. Enfin, voilà, Ouais. là, il y a ces circonstances-là qui font que ça fédère le collectif aussi. Hmm. Et d'ailleurs, question pour vous, comment est-ce que vous avez vécu la concurrence avec les autres groupes dans les appels à projets? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous l'avez accepté parce que ça faisait partie des règles du jeu? Est-ce que ça... Hum, bah, on n'en a pas beaucoup discuté, donc je veux pas parler à la place des autres, mais j'ai pas l'impression qu'on s'en ait énormément soucié. Il y a des personnes dans le collectif qui s'imaginaient qu'on serait jamais à la hauteur,
que c'est pas notre dossier qui allait être retenu. Voilà. Hmm. Moi, j'avais confiance de ce point de vue-là, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de monter des dossiers, donc quelque part, c'était bon, je sortais pas de ma zone de confort en travaillant là-dessus, quoi. Hmm. Ouais, j'imagine que ça a été vécu différemment au sein du collectif, mais dans l'ensemble, c'était pas. Ça pose toujours un petit peu question, quoi. On se dit pourquoi nous plutôt que les autres. Hmm. Moi, je me souviens que je me suis posé question à propos de ça. En même temps, je me suis dit, bah, si c'était pas, si, si on procédait pas de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a comme alternative, quoi, pour choisir Et, qui. euh, Je et sais pas vous, si vous, au sein de, ce serait intéressant, peut-être j'y déborde un peu, mais ce serait intéressant de savoir si au sein de Hameau Léger, vous aviez envisagé d'autres possibilités, mais en tout cas, moi, j'en voyais pas forcément d'autres, donc j'ai accepté ça. et vous, Marine, de votre côté? Alors, oui, peut-être que je vais parler pour moi. Enfin, c'est un peu stressant de se dire, en fait, on bosse à fond, on est vraiment à fond pendant 3 mois sur ce dossier et peut-être pour pas remporter l'appel à projet. Et en même temps, je pense qu'on était assez raccord dans le collectif pour se dire, bah, dans tous les cas, c'est une aventure chouette où on a appris plein de choses et c'est super. Mais c'est plus ça. Et en même temps, je pense qu'il y avait des personnes qui étaient persuadées que qu'on allait l'avoir parce que une espèce de confiance en nous que ça allait le faire. Mais c'est plus, je sais pas si, enfin, si je parlerais, enfin, c'est sûr qu'il y a une concurrence avec les autres, mais on avait plus l'œil sur nous, comment on vivait le Hmm. truc, quoi. Ouais. Oui, en tout cas, de notre côté, oui, on a imaginé d'autres possibles, mais c'est vrai que c'est le seul moyen vraiment qui nous paraissait juste pour faire cette sélection, c'est celle qu'on propose aujourd'hui, quoi, de l'appel à projet, de la sélection par le jury, dont Amolégé a juste une voix consultative. Ouais. Voilà, super, bah, merci beaucoup pour vos retours, c'est chouette. Je pourrais moi aussi témoigner en 2 secondes de mon parcours qui est absolument pas linéaire sur cette histoire d'habitat participatif, où après avoir visité plein d'écolieux en Europe, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de vivre dans un lieu comme ça parce que ça me correspond pas. Au final, après avoir découvert un léger, je me suis dit, bah si, en fait, j'ai trop envie de faire un léger, c'est trop bien. Et en fait, il y a eu plusieurs projets successifs sur des terrains successifs, et finalement, aujourd'hui, je me retrouve à acheter un terrain, devenir propriétaire, alors à deux, certes, avec un copain et sur du projet d'habitat réversible, mais voilà, c'est pas non plus un mot léger. Et donc voilà, voir comme quoi en fait ce parcours a été pas du tout linéaire avec plein de rebonds et qu'au final, je suis très content d'avoir fait tout ce parcours et que ça m'a nourri à plein de niveaux, mais que mes idées de base, mes attentes de base sont finalement ont beaucoup, beaucoup évolué, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à distance, là, ceux qui observent notre webinaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, questions que vous voulez poser, tout en gardant un œil sur le temps, il est 13h20, on va se garder quand même un peu de temps pour la suite. S'il n'y en a pas, ben, on va continuer, hein, parce qu'on est extrêmement clair. Euh, J'y vais. Et ben, c'est vrai que je vous avais parlé le fait de vous faire une petite démonstration de notre carte qui vous permet en fait voilà, de rendre visible votre projet, votre intérêt pour des projets. On a une mini vidéo que je vous propose de visionner. Quand vous arrivez sur la carte, voilà, il y a la possibilité de vous inscrire dessus voilà, en tant que personne intéressée. Du coup, l'idée, c'est de voilà, vous cochez votre profil, vous êtes une personne intéressée, vous pouvez sélectionner les projets qui vous intéressent à ce jour. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre votre adresse, voilà, où vous êtes, vous mettre vos éléments de contact. Et puis ensuite, vous pouvez aussi aller voir quels sont les projets, les personnes qui sont aussi intéressées par le même projet que vous. Donc, par exemple, là, on avait pris l'exemple du Moléja à Brandivy, du projet à Brandivy. Donc, il va être possible d'aller visionner tout simplement qui sont toutes ces personnes qui, comme vous, ont coché cette case intéressée par le projet de Brandivy. Et de cette manière, bah voilà, vous allez pouvoir peut-être rentrer en lien, créer des connexions. Vous avez les éléments de contact. Ah bah tiens, coucou. En plus, il y a une petite description de la personne. Voilà, donc vous pouvez, dès le début, assez tôt, en fait,
prendre contact avec les différentes personnes. Voilà. Et puis après, il y a aussi la possibilité de voir tous les projets que l'association accompagne pour vous permettre de bien vous rendre compte quelles sont les zones géographiques où en ce moment il y a de l'activité. Voilà. Et puis suivre aussi les avancées. On a toujours le lien de la page internet qui dit où en est le projet, quels sont voilà, le lien, quels sont les éléments du moment, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la carte pour vous inscrire. Voilà. Euh, alors, slide suivante. Donc, deuxième partie, un peu de contenu sur ce webinaire. Poser les fondations du groupe. Voilà, vous aurez compris la petite blague avec des gens qui mettent des fondations, fondations pneus. Euh, Là, notre objectif, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en fait au début du groupe pour que ça fonctionne, pour que ça tienne dans le temps, pour que ça se pérennise. Il y a quelques jalons un peu, quelques étapes, quelques marqueurs en fait qui sont à passer dans le début du collectif qui permettent voilà, de se dire, OK, là, on a quand même visé pas mal de choses. Ça se solidifie, ça se stabilise. Euh, donc, ce que j'ai identifié, c'est tout d'abord la création d'une raison d'être commune. En fait, finalement, c'est pourquoi ce collectif existe, qu'est-ce qu'il veut. Oui, il y a un habitat participatif, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a aussi un aspect, une dimension écologique, une dimension sociale, une dimension, je sais pas moi, d'éducation particulière, une dimension agricole ou quoi? Enfin, vraiment aller un peu au cœur de c'est quoi l'essence de ce groupe, pourquoi vraiment il est là. Et c'est en lien d'ailleurs avec la définition des grandes lignes du projet. Finalement, c'est se questionner sur qu'est-ce qui va se passer sur le lieu, qu'est-ce qu'on va y vivre, se mettre d'accord dans les grandes lignes, parce qu'au début, c'est pas forcément précis, mais on sait peut-être qu'on veut créer un petit lieu d'accueil, qu'on veut être un certain nombre de foyers, etc. Donc voilà, le fait d'avoir défini ça, c'est aussi un jalon. La sélection d'une zone géographique, des fois c'est évident, des fois ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça paraît être un élément indispensable pour pouvoir poursuivre l'aventure du groupe, de savoir quelle zone géographique on fixe, quelles sont les délimitations des contours dans lesquels on veut s'installer. Voilà. Et l'adhésion à une charte de valeurs et une charte relationnelle. Donc, c'est aussi en général une étape un peu clé où voilà, tous les membres du collectif se disent d'accord avec des règles de fonctionnement de principe sur comment on interagit entre nous, comment on communique, comment on fait s'il y a des problématiques, des tensions, quelles sont ces valeurs qu'on veut vivre dans nos relations, dans notre projet. Donc ça, c'est encore une fois hein, une étape, l'aboutissement d'un travail. Je viendrai définir juste après un peu justement les différents axes hein, pour avancer vers ces jalons. Le verrouillage des membres du collectif, entre guillemets, verrouillage dans le sens, il y a un moment donné où on va se dire, OK, là, on sait vraiment clairement qui est dedans, qui est en dehors du projet. On tolère plus je suis un pied dedans, je suis un pied dehors. Il y a vraiment un moment où le collectif a besoin de s'asseoir et de se dire, OK, ces personnes-là sont les membres du groupe, elles sont légitimes pour décider, pour agir, etc. Et ces personnes-là, bah, elles ne sont pas encore décidées, du coup, elles ne sont pas dedans. Et de vraiment commencer à poser une délimitation claire, ça fait partie aussi des éléments voilà, qui marquent une bonne avancée du groupe. Parce qu'au début, le tout début, il est toujours très flou. Ces limites sont très floues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, il y a des gens qui gravitent, il y a ceux qui sont dans le cercle proche, le cercle écarté. Enfin, voilà, il y a plein de termes, terminologie. Et voilà, il y a un moment où il y a besoin d'acter que, OK, là, c'est dedans, là, c'est dehors. Voilà. Et puis, un autre jalon moi, qui me paraissait assez important aussi, qui est peut-être un peu plus subtil, c'est en fait de reconnaître que dans l'organisation, chacun a sa place, chacun sait pourquoi il est là, est reconnu par les autres et une reconnaissance mutuelle de OK, on fait partie du même groupe, je me sens à l'aise dans ce groupe, je me sens avoir ma place, être utile là où j'ai besoin avec mon niveau d'implication, etc. Et ça, c'est aussi, je trouve,
une étape à passer parce que pareil, les débuts, on ne sait pas forcément sur quel pied danser, est-ce que je donne, dans quelle mesure est-ce que je m'implique, dans quelle mesure est-ce que les autres me reconnaissent légitime, etc. Donc il y a aussi cette étape. Voilà. Je vais vous proposer ensuite trois axes en fait à approfondir pour aller plus loin dans le travail de ces jalons. Un premier axe sur définir et écrire ce projet commun. Ensuite, un second sur mieux se connaître au sein du groupe et le collectif, grandir en tant que collectif. Et puis un troisième axe sur la mise en place d'une organisation et du pilotage opérationnel du projet. Donc pour commencer, la définition, l'écriture du projet commun. Donc vous allez voir que les différents axes là se nourrissent mutuellement entre les trois que je viens de vous présenter. Mais on peut quand même un petit peu séquencer. Donc voilà, là ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on est là. C'est essentiel pour lier les humains qui composent le projet. On a, pas- voilà, tant qu'on n'a pas une vue de ce qu'on va faire ensemble, c'est difficile de vraiment s'engager. Voilà, j'ai listé quelques pistes. Il n'y a pas d'ordre particulier à appliquer. Il y a plein de manières de faire. Nous, on recommande quand même de s'organiser un petit peu pour anticiper ces sujets-là. Mais voilà, encore une fois, pas de vérité fixe et définitive. Euh, donc, pour définir le projet commun, un premier temps, c'est de le rêver un peu collectivement. C'est super sympa au début de vraiment de s'imaginer, se projeter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ouais, ça va être trop bien si on fait ça, etc. De se projeter même à moyen, à long terme. Ne pas hésiter à faire ce travail un peu vraiment d'idéologie, quoi. Euh, voilà, on a une petite séquence dans notre MOOC, je vous en ai pas encore parlé, mais on a créé un MOOC en ligne, un cours en ligne sur comment s'installer en habitat réversible. Et puis il y a une petite séquence sur voilà, un peu cette partie rêver le projet. Je vous renvoie vers ça. Et il y a ensuite la retranscription de ce rêve dans un programme un peu plus carré avec quelles activités on va y faire, qu'est-ce qui se passera, encore ces questions de combien de foyers, est-ce qu'il y a des activités particulières qui ont lieu sur le lieu, est-ce que ce sera enfin voilà, aller un peu plus dans le détail, quoi. On peut parler de charte projet aussi. C'est un peu vraiment la définition de notre projet, ce sur quoi les membres se mettent d'accord. Les fameuses valeurs qu'on souhaite porter collectivement. Donc ça, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais l'idée c'est de pouvoir il y a un atelier là qu'on propose qui s'appelle un monde où voilà, on imagine un monde idéal où il y a ça, et où il n'y a pas tout ça de l'ancien monde. Et donc, bref, ça nous fait un peu travailler sur qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Euh, voilà, ça, c'est toujours sain de repasser à cet essentiel-là. Voilà, si jamais il y a un terrain qui est déjà identifié pour le projet, franchement, une étape trop cool, c'est de faire des maquettes, d'essayer de visualiser, se projeter. Alors, on est encore très en amont dans le projet à cette étape-là, mais voilà, juste, ça donne la matière, ça vient nourrir un peu cette partie rêve et retranscription du rêve aussi. Donc, pas hésiter à essayer de matérialiser un peu les choses. On a un atelier un peu clé pour toute cette partie de définir et d'écrire ce projet commun. C'est l'atelier du mandala holistique. Voilà, ou le mandala, j'ai mis le lien. C'est vraiment un atelier où on travaille encore une fois de l'essence, du pourquoi, les valeurs, la raison d'être, etc. Et puis petit à petit, on va plus dans le concret bon, bah, ça va être quoi les grands axes de notre projet, et puis concrètement, ça va ressembler à quoi dans le quotidien, à tel endroit du terrain, etc. Et donc, c'est un super atelier de projection qui permet de prioriser un peu aussi ce qu'on souhaite mettre en avant dans notre projet, parce qu'on peut avoir aussi beaucoup d'idées au début. Et donc voilà, un des risques dans cette phase, ça peut être un peu l'inertie, la longueur pour faire maturer toutes ces idées. Il faut accepter d'y aller aussi petit à petit, que le projet il va évoluer, même une raison d'être, en fait, finalement, elle peut évoluer dans le temps. Mais de se dire que voilà, c'est long à maturer un projet vraiment de vie qui concerne, qui impacte à ce point-là tous les individus qui sont dedans. Donc, pas hésiter quand même à se dédier des temps spécifiques pour cette phase-là, pour cet axe-là. Et voir, voilà, par exemple, bloquer une journée complète, on va faire le mandala tous ensemble et on va prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Ça peut être intéressant. Un des risques, une des difficultés qui peut survenir aussi, c'est le manque d'alignement sur le projet. En fait, on se rend compte, à force de faire ces projets-là, ben,
qu'en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes aspirations. Ok, il y avait un super match humain au début et on avait un peu rêvé ensemble, mais en fait, dans le concret, on voit que ça converge pas forcément. Donc, bah, il y a un peu deux options à ce niveau-là. C'est ben, peut-être, premièrement, arrêter l'aventure ensemble, ou en tout cas se scinder pour porter deux projets différents, ou alors en tant qu'individu, bah, quitter le projet parce il ne correspond plus. C'est une option voilà, qu'il faut pas négliger. Faut pas non plus dire c'est un échec, oh mon Dieu, j'ai pas trouvé encore le collectif. Comme je disais, les parcours sont absolument pas linéaires. Et voilà, en fait, tant mieux. Si vous quittez un projet parce que vous vous sentez pas bien dedans, qui ne correspond pas à ce que vous imaginez, ben, tant mieux, en fait, vous allez faire quelque chose de mieux ailleurs, quoi. Une autre option, c'est aussi de baisser, réduire ses exigences aussi. Si on voit que bah, voilà, on peut un peu baisser un peu ses attentes, les réduire. C'est peut-être une option, voilà, avec la limite à respecter de ne pas faire des concessions qu'on pourrait regretter plus tard, ou voilà, bien faire gaffe à tous ces besoins un peu non négociables qu'on a, sur lesquels il faut pas marcher dessus, sinon après ça peut faire mal a posteriori. Donc voilà, cet équilibre à trouver. Euh, voilà. Oui, je voulais préciser aussi qu'il y a des projets qui sont parfois très abouti sur certains domaines qui poussent vraiment là, vraiment un projet collectif, des activités collectives. Ça peut être plein de trucs, hein, mais ça peut être en effet sur l'agriculture, un projet agricole, un projet vraiment éducationnel, des fois aussi des projets avec une dimension religieuse ou spirituelle, enfin, qui approfondissent quelque chose. Et puis d'autres projets d'habitat participatif qui peuvent être beaucoup plus simples en fait, où c'est juste, bon, bah, on s'installe ensemble parce que c'est plus logique, on va être en bon voisinage, on va se filer des coups de main, mais ça ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Donc, voilà, je trouve que c'est cool aussi de se dire que les projets peuvent être vraiment à dimension variable, à visage variable. Donc, faut voir ça en tête, je trouve ça intéressant. OK pour cet axe. On va passer au suivant. Donc, il y a cette partie ultra importante de la vie des humains dans le groupe, quoi. Donc, c'est mieux se connaître en groupe et puis faire grandir ce collectif, parce qu'en fait, au début, comme un enfant, le collectif est tout immature en tant qu'entité à part entière et voilà, il a besoin d'apprendre petit à petit, de grandir petit à petit. Euh, Ça passe par quoi de mieux se connaître? Bah, on a déjà un peu mentionné sur la phase zéro, la fameuse phase zéro, donc d'approfondir pour soi ses attentes, ses besoins, de savoir aussi les partager avec, bah, pourquoi pas un blason. J'ai mis le lien d'un autre atelier, la fiche vision, qui permet de répondre à plein de questions, qui permet de creuser ce qu'on a en soi sur ces projets-là. Se rencontrer plus en profondeur. Euh, En fait, on a malgré tout besoin même si on ne souhaite pas forcément être les meilleurs potes du monde dans notre habitat partagé, on a quand même besoin de se connaître un petit peu en profondeur parce qu'on va vraiment partager beaucoup de choses malgré tout dans le quotidien, être beaucoup en lien. Il y a des phases de montage de projet, notamment, on va presque plus se voir en collectif que dans son couple. Enfin, vraiment, ça peut être assez intense. Et donc, bah, plus on se connaît, plus on pourra traverser des difficultés, plus on pourra aller loin. Voilà, il y a certaines personnes qui comparent l'habitat partagé une forme de mariage ou de fiançailles, où vraiment, en fait, on va vivre tellement de choses en commun qu'on a vraiment intérêt comme une préparation de mariage, à bien se préparer en amont. Donc, ne pas négliger cette partie interconnaissance. Voilà, on peut utiliser des tests de personnalité comme un support, en fait, hein, pas comme une vérité, mais comme un support pour parler de qui on est, quelles sont nos aptitudes, nos caractères, etc. On laisse peut-être des ateliers assez marrants aussi. Voilà. Définir le degré de mutualisation du collectif, ça fait partie aussi des éléments importants. Dans quelle mesure est-ce que je me projette dans un lieu de vie où il y a beaucoup d'intimité ou alors où on est beaucoup ensemble les uns avec les autres? C'est quand même des éléments qui sont propres à chacun et qui peuvent beaucoup influencer l'aspect du lieu. Donc, il y a un atelier balance privée collectif qu'on recommande de faire qui permet d'aborder ces questions-là. Le fait de partager ces critères d'échec et de réussite du projet, c'est aussi super cool de s'entendre mutuellement sur, bon, bah, en fait, pour moi, c'est un échec si le projet n'atteint pas telle étape ou si on vit pas ça dans le projet, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions de l'échec et de la réussite du projet. Donc, s'aligner sur ça dans les débuts d'un groupe, c'est assez instructif. Voilà. Définir un cadre relationnel. On peut parler d'accord de groupe aussi.
En fait, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir sur nos manières de communiquer, quelles sont les manières de faire, les manières d'échanger qui nous correspondent, celles qui ne nous correspondent pas. Est-ce que, on pose des règles sur, je sais pas, la ponctualité, sur le rangement après les réunions. Enfin, on peut mettre plein de choses dedans, mais c'est vrai que un peu à la manière comme dans une famille où en fait il y a un peu des règles, des fois implicites, des fois qui sont aussi explicitées. Enfin, de se dire on va vivre en communauté, c'est important de poser un peu un cadre. Voilà. Et puis de créer une culture de communication saine, c'est un peu en lien avec ça, mais c'est vraiment là d'aller à approfondir, de s'acculturer au fait de bien se parler, de bien communiquer, de savoir traiter quand il y a des tensions relationnelles, d'avoir des espaces pour s'exprimer, dire ce qui va pas. Enfin, on a beaucoup besoin quand on est dans un projet collectif de s'exprimer parce que ça travaille plein de choses en nous. C'est absolument pas nos logiciels internes de cette vie en collectif. On est plus sur un logiciel individualiste dans notre monde aujourd'hui. Et donc, bah, nécessairement, on a besoin d'espace, d'échange, des exutoires. Et donc, travailler tout ça, j'ai mentionné aussi la CNV, communication non violente, qui est un bel outil pour s'exprimer, communiquer. Donc voilà, sur cette partie-là, vraiment, pour moi, les points de vigilance, c'est de ne pas attendre trop longtemps avant d'aborder ces sujets, de ne pas se dire, ah bah en fait, c'est cool, il y a une bonne ambiance dans le groupe, nos appels ils sont trop chouettes et du coup, tout va bien. Parce qu'en fait, ça nous rattrape forcément un moment. Et donc, ce qui me paraît essentiel, c'est de prendre conscience collectivement au début de l'importance de ce qu'on appelle le PFH, le précieux facteur humain. Voilà, on doit avoir une présentation sur YouTube sur le sujet. Mais voilà, prendre conscience de cette importance et le mettre en priorité. Et puis, de faire attention aussi, voilà, si on voit qu'on a des attentes qui sont incompatibles sur ces sujets-là, des personnes qui ont envie d'être vraiment très, très soudées avec tout le monde, et des personnes qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là, bah, en tout cas, faire gaffe à, encore une fois, bah, se recentrer sur l'essentiel, accepter qu'il peut y avoir de l'imperfection aussi. Le collectif, il va toujours venir nous travailler sur notre rapport au relationnel. Donc, vraiment aussi accepter que ça va pas être optimal dès le début. Puis, encore une fois, bah, si jamais c'est trop loin de nos aspirations, ne pas hésiter à quitter le groupe, à en créer un autre. C'est aussi une option tout à fait louable. Voilà, le dernier axe à approfondir, encore une fois, pour passer des jalons, c'est le fait de mettre en place une organisation et un pilotage opérationnel assez rapidement, ce qui va permettre de mener à bien le projet. Donc, au tout début, on peut faire un état des lieux des ressources du collectif et des différentes pistes d'amélioration. Donc, il y a un petit atelier sur les curseurs de faisabilité qui permet de savoir dans quoi on est doué, quels sont nos atouts, quels sont plutôt les trucs qui pêchent un peu, et donc pouvoir avancer en fonction de ça. Il y a le fait d'échanger assez rapidement aussi sur les notions de rythme, d'implication, d'engagement, de légitimité à prendre part au projet. Aussi, par exemple, quelle est la place des absences? Si on a des absences, si on a plusieurs fois, ben, est-ce qu'on les attend pour prendre des décisions? Est-ce qu'on avance quand même? Voilà, enfin, voilà, tous ces sujets-là parlent d'eux-mêmes, mais c'est important de les mettre sur la table de manière assez régulière. Voilà. Ensuite, il y a la nécessité un peu de formaliser ce qu'on nomme gouvernance, c'est-à-dire la manière de prendre des décisions ensemble, de travailler ensemble, de fonctionner. Donc, ne pas hésiter à s'inspirer de modèles de gouvernance qui sont déjà existants, il y en a plein. Et je mets un lien vers une vidéo qui parle aussi de ce sujet-là. Peut-être écrire un peu c'est quoi cette philosophie qu'on souhaite sur notre gouvernance, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment voir transparaître dans les choix portés. Et ensuite, du coup, d'appliquer cette première ébauche de gouvernance. Ébauche dans le sens où ça va vraiment évoluer aussi dans les différentes phases du projet, mais voilà, on est régulièrement amené à créer des rôles, supprimer des rôles, créer des entités, des instances, etc. Enfin, c'est assez organique, quoi. Voilà, donc ça, c'est bien de le mettre en place assez rapidement aussi. La montée en compétence sur la facilitation, vous allez vivre plein de réunions au début d'un groupe. Et donc, avoir cette capacité à animer des réunions, c'est pas inné, ça s'apprend. Et c'est vrai que c'est vraiment un gage de durabilité parce qu'on passe tellement de temps dans ces réunions que si les réunions sont insupportables, on va vite lâcher l'affaire. Et donc, vraiment essentiel voilà, d'avoir une qualité sur la facilitation.
Et puis, dernier point, organiser des espaces d'échange et de stockage numérique adaptés, parce qu'il y a plein de choses qui vont se partager en ligne aujourd'hui, voilà, sur des drives, sur des espaces de discussion en ligne. Et donc, c'est vrai qu'il faut quelque chose qui est adapté aux personnes qui sont présentes. Voilà, s'il y en a qui optent pour tel type de logiciel, des personnes plus âgées ou quoi, qui sont pas aussi à l'aise. C'est important de s'adapter à tout le monde et en même temps, c'est ultra important de garder en tête que les projets comme ça sont très exigeants. On peut carrément le comparer à un projet d'entreprise, quoi. Enfin, là, vous allez balayer plein de sujets juridiques, financiers, rétro-planning, organisationnel. Il y a plein de trucs et donc c'est vrai qu'il faut aussi des outils performants pour ça, quoi. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Hum, les recommandations, s'il y a des difficultés sur cet axe-là, c'est vraiment de se former. Il y a plein de formations qui existent pour monter en compétence sur tous ces sujets-là. Nous, on en donne. Il y a plein d'autres organisations qui en donnent aussi, mais c'est vrai que en général, quand on n'est pas équipé au début, c'est vraiment utile d'apprendre un peu sur tous ces sujets. Voilà. De bien observer voilà, la concordance qu'il peut y avoir entre les besoins requis pour mener à bien le projet et puis les disponibilités présentes aussi, de faire des points régulièrement sur ça. Voilà, voilà pour ça. Je vais m'arrêter parce que bah, le temps tourne et puis que j'ai déjà bien parlé quand même en fait. Euh, et puis je vous propose de passer donc au petit temps de retour d'expérience et donc de redonner la parole à Lou, peut-être on va inverser le sens cette fois-ci, et puis à Marion. Sur vous, un peu cette phase-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez vécu? Quelles ont été les difficultés ou alors les super conseils que vous avez à donner? Euh, Comme vous voyez, bah, c'est une phase qui peut être beaucoup plus ou moins lente, complètement élastique en fonction de comment on interprète les choses. Mais, euh, mais vraiment, quand même, encore sur cet aspect un peu créer les fondations, poser les bases, quoi. Lou, on t'écoute. Ok, merci. Hum, Moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était quand même particulièrement intense, d'autant plus que dans un premier temps, c'était essentiellement en visio. Et ouais, en fait, ça devient un truc qui prend assez rapidement de la place dans le quotidien et même dans la tête. Mais en même temps, c'était porteur. C'est-à-dire que moi, pendant toute cette période-là, maintenant, c'est en train de se concrétiser. Et puis, on passe beaucoup plus de temps ensemble, en présentiel. Mais c'était aussi quelque chose qui me portait, qui donnait du sens à mon quotidien, qui me permettait de me projeter, de répondre à des aspirations que j'avais. Donc c'était plutôt, d'un côté c'est une charge et de l'autre ça donne de la force. Moi je l'ai vécu comme ça. Après, du point de vue plutôt opérationnel, nous on a assez vite trouvé un mode de fonctionnement qui était efficace et fluide. Assez simple, hein, en fait, je crois que c'est important de pas se compliquer la tâche. Le but, c'est de répondre à un besoin. Donc, quand on utilise des outils, c'est pas juste pour utiliser des outils, c'est parce qu'ils vont concrètement répondre à un besoin qui a été identifié et nommé. Donc, nous, dans un premier temps, il suffisait juste de faire en sorte que qu'on puisse se répartir la parole équitablement, gérer le temps aussi, animer un petit peu les réunions en fonction des sujets qu'on avait à aborder. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre deux rôles en place. C'était celui de facilitateur, facilitatrice et celui comment on pourrait dire, la personne qui prend le compte rendu, le scribe, le ou la scribe. Et ça s'articulait avec des outils numériques, encore une fois, assez sobres, c'est-à-dire un drive sur lequel on allait mettre les comptes rendus des réunions. Dans un premier temps, c'était un peu le bazar. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est revenu parce que chacun prenait les notes à sa manière. On n'avait pas vraiment de document type. Donc voilà, ça a permis d'esquiller un nouveau besoin qui était celui d'organiser un petit peu mieux tout ça. Donc on a fait des documents types pour les réunions hebdomadaires, histoire que ce soit clair, que ce soit lisible, qu'on puisse identifier les décisions qui avaient été prises. Comme ça, on pourra y revenir si c'est de nouveau discuté à l'avenir. Voilà. Et voilà, au niveau des échanges qui n'avaient pas lieu pendant les visios, dans un premier temps, c'était sur WhatsApp. Encore une fois, c'est vite chaotique. D'autant plus que, comme tu le disais, Emric, il y a des personnes qui ne sont pas forcément aussi habituées à ces outils-là, qui ne vont pas les utiliser de la même manière que nous. Ça va générer des frustrations.
Voilà, une personne qui envoie 10 messages, qui se perd un peu dans ses pensées, on n'arrive pas à retrouver l'info qu'on cherchait. Donc là encore, on avait besoin d'un outil un petit peu plus sophistiqué, même si l'idée pour nous, en tout cas, c'est de pas laisser trop de place au numérique dans nos relations et dans le projet de manière générale. On l'utilise quand c'est nécessaire de l'utiliser. Et là, on a un outil qui ressemble un peu à Slack, qui est utilisé dans le monde de l'entreprise. Nous, ce qu'on utilise s'appelle Mattermost. C'est un équivalent, mais open source. Et c'est tout simplement une plateforme sur laquelle on peut échanger, partager des documents sur différents channels. On va avoir un channel qui est dédié à la gouvernance, un channel qui est dédié à l'aménagement, au montage juridique, et ainsi de suite. Histoire de clarifier un peu les échanges et de pouvoir être efficace dans notre manière de travailler. Voilà. Ce qui était un peu regrettable pour nous au début, même si ça n'a pas été un frein pour le projet finalement, c'est que c'était difficile de se retrouver. Voilà, il y avait des gens qui étaient en Bretagne, moi j'étais dans le Nord, quelqu'un qui était à Paris. Donc ça manquait un peu au début. C'est plus tellement le cas parce qu'on est nombreux maintenant à avoir emménagé ici en colocation. Ça aussi, je pense que si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien parce que ça permet de voir ce que c'est concrètement d'habiter ensemble avec ces personnes-là, d'apprendre à se connaître davantage. Je sais que moi, personnellement, je suis pas très très sensible, même si ça peut être nécessaire. Nous, on l'a fait, c'était nécessaire aux ateliers de rencontres, de facteurs humains, parce que je trouve que là où on apprend le mieux à se connaître, à grandir ensemble, c'est dans les choses vécues concrètement. Là, par exemple, j'habite avec deux personnes du collectif. Bon, bah, on n'a pas besoin d'animer des ateliers pour apprendre à se connaître, quoi. Ça se fait tout seul. Mais ça peut aussi être aller marcher, organiser des voyages, jardiner, faire du sport. Moi, je recommanderais beaucoup ça, même si c'est complémentaire avec des temps d'atelier un peu plus formalisés. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points qui seraient intéressants d'aborder? Là, c'est tout ce qui me vient. Non, je trouve que c'est assez complet. Alors, l'outil dont je parle pour faire les salons de discussion, ça s'appelle Mattermost. Si tu veux, je vais l'écrire dans le chat. Mais je sais qu'il y en a d'autres, hein. C'est pas le seul, mais pour nous, ça fonctionne bien. Ah bah voilà, c'est fait. Super, bah merci. Et puis si jamais tu as d'autres trucs qui viennent, tu pourras prendre la parole après. Mm, mm, mm. Marion? Oui. Alors, nous, je pense qu'on est plutôt assez fort dans l'organisation opérationnelle. Ça a été un peu enfin, on est plus à l'aise en tout cas, et donc ça a été très rapidement, enfin, on s'est organisé très rapidement. La gouvernance, j'en ai parlé tout à l'heure, sur les réunions, sur les rôles tournants, les prises de décision, etc. Ça a été très efficace. On a choisi rapidement aussi des outils numériques. Donc, bah, comme disait Lou, on utilisait Framatome de Mattermost pour communiquer, Trello pour s'organiser et une boîte mail commune qui fait aussi Drive. Voilà, après, en effet, il faut être à l'aise avec les outils numériques, mais nous, la distance faisait qu'on était obligé. Je vais peut-être pas m'étendre sur ce point-là parce que tu en as pas mal parlé, Lou. Mais je te rejoins en disant que c'est un projet qui demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ça a été très concentré pour nous sur la phase dossier et ensuite c'est plus un marathon sur la phase montage de projet. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Et ensuite, plus sur la partie projet rêve, ça c'est quelque chose qui était plus difficile pour nous ouais, d'être un peu moins dans le concret. Donc, on a fait des exercices voilà, de rêve. Pour certaines personnes, c'était facile, les personnes un peu plus rêveuses, idéalistes. D'autres plus difficiles parce que besoin de plus être dans le concret, enfin, pas réussir à se projeter un peu sur du long terme. On a fait, sur les valeurs, on a fait un premier travail qui était chacun a donné plusieurs valeurs individuelles et on a fait un travail de, bah, parmi toutes ces valeurs-là, quelles sont les valeurs avec, est-ce qu'il y a des valeurs avec lesquelles je ne suis pas d'accord? Donc, on a surtout fait un travail de être sûr au tout début de vérifier qu'on n'avait pas de gros désaccords sur les valeurs. Et ensuite, bah, avec l'accompagnement de la MOG, on a bossé sur un mandala holistique, mais ce travail avec des valeurs est encore en cours, parce que comme, enfin,
comme tu disais, Emmerich, il y a besoin de recul, etc. Donc, on va prendre le temps pour ça. Voilà. Et sinon, bah, sur le travail sur le terrain, c'était, on a parlé tout à l'heure, c'était, pour le coup, c'est plus opérationnel, donc on a pas mal bossé dessus. Au départ, chacun fait son petit dessin schéma de rêver d'aménagement, comment est-ce qu'on positionne les choses, etc. Donc, ouais, là-dessus, on a pas mal bossé et c'était facile pour nous parce qu'on avait déjà un terrain identifié. Et puis après, sur le collectif, on a fait pas mal de choses et on continue encore c'est jamais fini en fait. Je vais apprendre à se connaître et, et faire collectif, grandir un collectif. Donc ouais, plein d'ateliers déjà sur les besoins non négociables, l'aspiration. On a fait un atelier sur l'énéagramme pour savoir, voilà, une sorte de test de personnalité. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place qui est chouette, qui peut-être convient mieux à certaines personnes que d'autres. C'est un système de binôme qui échange, on va dire, tous les 6 mois. On a un binôme avec qui on peut échanger, soit parce qu'on a été absent, soit parce qu'on a besoin d'échanger. C'est rien d'obligatoire, mais et c'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître à deux. Ça, c'est cool. Je trouve ça cool. Et après, bah, je vais peut-être pas dire si sur la charte relationnelle, en tout cas au début, on n'a pas eu besoin de ça au tout départ. Il y a un truc très très naturel qu'on avait tous toutes, c'était l'écoute le respect de la parole de chacun chacune. Et ça, enfin, pour moi, c'est une grosse, grosse force, c'est que bah, on n'a pas eu besoin de réfléchir, et ça, c'était déjà là. Et donc après, bah, oui, on a rédigé un petit truc relationnel, voilà, qu'est-ce qu'on veut pas. C'est évolutif, on peut ajouter des choses, mais déjà, les bases, elles étaient là. Voilà. Et sinon, euh, si il y a un truc sur quand est-ce qu'on est dans le collectif, quand est-ce que le collectif est vraiment solide. En fait, il y Hmm. a la phase enfin, c'est à mon léger, vous le présentez bien, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase de séduction, Oui. il y a la phase de rouspétance, et après il y a d'autres phases que j'ai oubliées. Et du coup, quand on a passé la phase de rouspétance, quand il y a eu un peu des tensions, et qu'on est toujours là, ben, c'est qu'il y a un truc solide, quoi. On a dépassé quelque chose, en tout cas. Hmm. Voilà, j'ai dit. Oui, le collectif a besoin de passer par différentes phases relationnelles, dont potentiellement des petites phases de crise ou de tension avant de s'épanouir pleinement. Bien que tout ça, ce soit cyclique. Ouais, lui, tu voulais faire un rajout? Bah, ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a des vagues en fait, même par rapport à comment on se sent dans le collectif vis-à-vis du projet. Il y a des moments où on trouve ça génial, on a envie de mettre toute son énergie là-dedans, et d'autres on en a ras-le-bol et on n'a plus tellement envie d'en entendre parler parce que ça prend plein de place et que bon, des projets dans la vie on peut en avoir d'autres. Mais ouais, je crois que c'est nécessaire d'apprendre que ça va, ça vient et qu'on peut laisser aller. On n'est pas obligé de. Enfin, dans les moments où on est un peu moins enthousiaste, on peut l'accepter et ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement quitter le projet. Hmm, hmm, hmm. Je- Bah, moi, je le vis comme ça en tout cas. Ah ouais, carrément. Ok, merci. Trop bien. Merci pour ces partages. Je trouve que ça illustre bien. On peut prendre des petites questions s'il y en a, assez rapidement, parce qu'il est déjà 13h55. Mon Dieu, le temps vole. Est-ce qu'il y a des questions? Ça se reviendra pas comme tout à l'heure, puisqu'on est ultra clair. S'il y a des questions, ben, n'hésitez pas à décrocher votre micro ou à... Moi, je veux bien. Je Ouais. suis Thérèse de Cormorance. J'ai une petite question sur les fameuses phases là. C'est quoi Mm. l'ordre? Séduction, rouspétant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi toutes ces phases? Si quelqu'un les connaît, peut les nommer. Oui, je pourrais essayer de retrouver
l'image, mais ça va prendre trop de temps. Bah oui, en gros, au début, le collectif, les individus souhaitent se séduire parce qu'on a absolument envie que le projet fonctionne et du coup, bah, on donne notre meilleure image de nous-mêmes, quoi. Donc, voilà, on se retrouve à être resplendissant. Et en fait, après, bah, on se rend compte qu'il y avait des masques qui étaient explosés. Et du coup, ben, derrière, il y a des trucs qui commencent à nous gêner, à gratter un peu. Et on va se retrouver dans une phase plus de conflit, de la fameuse phase de rouspétance, qui peut. Donc voilà, il peut y avoir des tensions plus ou moins fortes, hein. Mais en gros, naturellement, le collectif va aller vers une phase comme ça. Alors, c'est pas forcément tout le collectif d'un coup qui va exploser. Ça peut être des petites tensions qui commencent à émerger à droite à gauche. Après, ça, on peut aller vers une phase un peu plus de découragement, du coup, de se dire, oh là là, bah, c'est dur. Finalement, le collectif, c'est pas si évident que ça, etc. Et après, en fait, on reboucle vers, ben, si on dépasse justement cette phase de rouspétance, cette phase un peu de découragement, là, pour le coup, on a une vraie phase de réalisation, d'évolution, quoi. On se dit, bon, bah, ok, on a vécu des trucs, c'était pas fait évident, mais en fait, là, on en ressort, et en fait, on en sort grandi, et ça va mieux, il y a de la bonne ambiance, et du coup, on repart vers le haut, quoi. C'est un peu ça la boucle. Et des fois, voilà, il y en a qui présentent le schéma de manière un peu linéaire, mais c'est vrai que nous, on trouve qu'en fait, ça peut être c'est cyclique, quoi. Et on va retomber peut-être dans une phase, alors sans doute plus de séduction, quoi, qu'il peut y avoir des nouvelles entrées, des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont en mode séduction, ce qui est normal. Et du coup, bah, peut-être de nouveau d'autres phases où les masques tombent, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus fort au début. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Et ben allez, j'enchaîne vers la suite et fin pour respecter le temps de chacun. Euh, donc, pour aller plus loin, en fait, maintenant c'est un peu la phase où je vais vous expliquer un peu les différentes options qu'il y a pour aller plus loin, etc. On a du coup une plateforme de ressources en ligne qui se veut à terme assez exhaustive de toutes les différentes phases, sous les différents supports, ressources qu'on a pour avancer dans tous ces jalons, dans tous ces axes-là. Pour la rejoindre, cette plateforme de ressources, je vous invite à envoyer un mail à Vincent Munoz, qui est un salarié de l'ASSO qui est en train de monter cette plateforme. Donc pour l'instant, c'est un peu une première version test. Donc, elle n'est pas ultra complète, ultra définie, mais si vous l'avez en favori ou quoi, ben, vous pourrez retrouver dessus. Elle est nourrie petit à petit. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, ça se veut être une banque open source de plein de ressources pour monter des projets de MLG et donc aussi des projets d'habitat participatif. N'hésitez pas à la parcourir. J'ai mentionné le MOOC aussi tout à l'heure qui est en ligne, pareil, en accès gratuit. Vous tapez MOOC MLG en ligne et vous tomberez dessus. Plein de ressources à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on a la fameuse communauté intercollective dont je vous parlais. Bon, là, c'est vraiment l'idée de regrouper en un seul groupe tous les porteurs de projets qui sont en train de monter des projets de MOLG. Donc, des fois, les collectifs sont vraiment naissants, des fois, c'est des individus ici qui ne sont pas forcément encore un collectif, mais qui sont vraiment en démarche d'eux. On fait des visios mensuels. Enfin, en ce moment, le format, c'est un peu des visios mensuels pour se soutenir dans nos problématiques du moment. Ça va peut-être évoluer hein, avec ces webinaires. Il va peut-être y avoir une convergence des deux formats. On est en train de réfléchir à tout ça. Et puis, il y a aussi un espace de discussion en ligne qui permet d'échanger voilà, en différé sur nos pratiques, nos questionnements, nos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe-là en envoyant un mail à émergence@amoléger.org. Je vous rajouterai dans la liste. Bienvenue à vous. Quoi d'autre? Euh, Comme je le montrais tout à l'heure un peu sur la carte, il y a tout un tas de projets qui sont en cours de montage et qui sont déjà en cours de recherche d'habitants ou qui vont en rechercher prochainement. Donc, ça veut dire que les appels à projets vont bientôt être publiés. Vous pourrez donc officiellement candidater prochainement pour toutes ces communes-là qui veulent accueillir des AMO légers chez eux. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous renseigner, à suivre la page des différents projets de l'association. La newsletter aussi mentionne toutes ces évolutions de projets. Voilà. On a les EP, les espaces de partage. On a donc toutes ces formations là qui ont lieu à l'éco-centre, en général, donc à Saint-André-des-Eaux.
Les prochaines dates à venir sont listées ici. Du 9 au 14 juin, un espace partage sur comment faire un chauffe-eau solaire en autoconstruction. Chauffer son eau avec l'énergie du soleil. Le 18 juin, un espace de partage sur les réunions de travail en collectif. Le 6 au 9 juillet, un espace de partage mule pour monter un hameau léger. C'est le sixième de ce type. Donc là, c'est vraiment un peu une session boost sur comment on monte un projet de hameau léger de A à Z, avec différents axes qui sont approfondis, des sprints aussi, projets. On se concentre sur les projets des personnes qui sont là pour vraiment leur donner un coup de boost. Voilà, du 20 au 21 septembre, on va faire une formation sur le four solaire. Du 9 au 13 septembre, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave. Un espace de partage sur l'autoconstruction d'un poêle. Du 5 au 8 octobre, encore un espace de partage sur comment monter un moule léger. Voilà, n'hésitez pas à suivre l'agenda de l'association avec toutes les infos qui sont actualisées régulièrement. Aussi, si vous n'êtes pas encore au courant ou pas encore inscrit, il est temps de venir vous inscrire pour le Festival des Palourdes, festival de l'association, qui a lieu du 14 au 16 juin, donc dans 2 week-ends. N'hésitez pas, le programme est quasi ficelé. Voilà, plein de choses, dont, comme je le disais tout à l'heure, un espace en permanence sur tout le festival, ainsi que des temps de rencontre pour se mettre en lien avec d'autres porteurs de projets, d'autres personnes intéressées par monter des lieux. Voilà, ici, vous avez la liste des précédents webinaires qu'on a fait, non exhaustive, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de sujets. Notamment, je pense que le plus intéressant, un peu en lien avec ce qu'on a fait, c'est vraiment la troisième bullet point là, sur le webinaire, sur le parcours de création d'un mot léger. Donc, c'est un peu reprendre ces phases que je présentais au début, mais là, c'est vraiment plus détaillé. Quelles sont vraiment toutes les étapes et après aussi cette phase-là, comment on passe dans la phase un peu réglementaire, aménagement, architecture, etc., financier, ça va plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube où tout est disponible. Si jamais vous avez des envies, des appétences pour des prochains webinaires, des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous partager vos suggestions dans le chat ou pour ceux qui sont sur Facebook en commentaire. Donc voilà, on sera à l'écoute de vos besoins pour adapter nos contenus, nos futurs webinaires. Voilà. Je remets ici le lien pour faire un don pour l'association, pour soutenir ces événements-là, ces événements numériques. Vous pouvez aussi scanner le QR code pour aller sur la page directement des webinaires. À peu près 25 heures de travail pour sortir un webinaire comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer, ça serait super top. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, pour clôturer, je souhaite remercier très chaleureusement Berthilde à la technique, nos super intervenants, Lou et Marion. Merci beaucoup pour votre présence, d'avoir pris le temps de venir nous partager vos témoignages. C'est super précieux. Merci à vous d'avoir été présents. Et si le cœur vous en dit, on est en train de mener une enquête assez large, assez massive sur tous nos bénéficiaires. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, à scanner le code ou à cliquer sur le lien là, dans la présentation que Berthilde va vous partager si ce n'est pas déjà fait dans le chat, avec le lien PDF de cette présentation que vous venez de voir. Où voilà, il y a plein de questions pour nous permettre de mieux cerner en fait qui vous êtes derrière vos écrans, dans vos régions, de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider au mieux. Vraiment, ça nous aide beaucoup pour orienter nos actions et être encore plus pertinents pour toutes et tous. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais que dire pour conclure, si ce n'est que c'était un plaisir d'être avec vous et que j'espère que ça a répondu à vos besoins. Euh, Bonne journée. Est-ce que je peux glisser un petit mot, Ah oui, Émeric? bien sûr, je t'en prie. Je voudrais juste en profiter pour vous dire que le collectif La Fable est ouvert à de nouvelles inclusions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page web Amo Léger qui est dédiée à notre projet. Et vous trouverez aussi notre contact là-bas, si ça vous intéresse. Comme un Voilà, gâte. merci. En fond, des potes d'armoire. Très stylé. Merci, Super, merci. Émeric. Ouais, merci Marion, merci d'être venu. Merci, Émeric. Bye bye.
À bientôt tout le monde. Salut, salut. Salut, salut.